Ces textes ont été traduits et racontent des histoires fascinantes sur la façon dont les dieux se sont mêlés aux êtres humains et ont même participé à leur création. Selon le texte sumérien, ils ont créé l'homme. Ils ont créé Adam et Ève. Des archéologues ont pénétré dans la chambre souterraine et y ont découvert d'étranges tablettes antérieures à toute civilisation, décrivant un processus de création destiné à rester à jamais enfoui. Ces tablettes décrites dans les récits sumériens de la création témoignent d'un processus ardu. Il est donc fort possible que notre évolution génétique ait été un processus mis en œuvre par les Anunnaki pour nous créer à leur image et à leur ressemblance. Les symboles décrivaient les actes choquants d'Enki. Ce personnage antique jadis, considéré comme le créateur, révélait sur les tablettes quelque chose de bien plus troublant. Il s'agit d'une tablette sumérienne représentant l'arbre de vie entouré d'êtres divins. On peut voir ici les Anunnaki de chaque côté. On aperçoit également le disque ailé, symbole de leur capacité à voler. Ils ont consigné la manière dont ils ont façonné les premiers humains, puis leur ont délibérément retiré une partie de leur être. Pour la première fois, des chercheurs ont mis au jour des preuves que l'humanité n'a jamais pu atteindre son plein potentiel. La découverte sous Eridu concerne des tablettes plus anciennes que l'écriture. Le site d'Eridu a débuté par des fouilles de routine. L'équipe sur place ne s'attendait à rien de plus que des fragments de poterie et des briques endommagées provenant d'anciennes maisons sumériennes. Tout a basculé lorsqu'une analyse vibratoire a révélé un espace creux bien en dessous du niveau où auraient dû se trouver les premiers établissements d'Obeid. L'équipe a dégagé plusieurs mètres de terre compactée et a atteint une couche inexplicable. Située bien en dessous de la plus ancienne occupation sumérienne connue, elle ne correspondait à aucune couche culturelle répertoriée en archéologie mésopotamienne. Une fois la chambre ouverte, les ouvriers comprirent qu'ils avaient pénétré dans un lieu qui n'aurait jamais dû exister. À l'intérieur, ils découvrirent des dizaines de tablettes soigneusement alignées. Ces tablettes étaient faites d'une argile plus dure que la poterie ordinaire et portaient des inscriptions inconnues. Les archéologues découvrirent rapidement que les tablettes étaient plus anciennes que toute écriture jamais consignée. Les analyses au radiocarbone effectuées sur les sédiments environnants ont permis de dater leur apparition de plusieurs milliers d'années avant l'invention de l'écriture cunéiforme. Les symboles étaient agencés en séquences répétitives et suivaient des motifs trop structurés pour être de simples décorations aléatoires. Cela signifiait que quelqu'un avait créé une forme d'écriture bien avant que toute civilisation ne soit censée comprendre comment consigner le langage. L'équipe a découvert plus que des tablettes. Des récipients cylindriques étaient scellés dans les parois et nombre d'entre eux étaient fusionnés à l'argile, comme s'ils avaient été chauffés et refroidis dans des conditions contrôlées. Les échantillons prélevés dans ces récipients ont révélé un mélange de matières minérales et organiques. Cette combinaison non naturelle suggère que les récipients ont été scellés intentionnellement avec un matériau ayant contenu des matières biologiques. Plusieurs tablettes mentionnaient un lieu nommé Azdu. Les érudits ont traduit cette expression par « maison de la vie ». L'Égypte antique utilisait le même terme « parank » qui signifie également « maison de la vie ». Le parank était un lieu d'archives protégé où les Égyptiens conservaient leurs connaissances médicales, leurs pratiques de guérison et des écrits expliquant leur conception du fonctionnement de la vie. Seuls des scribes et des prêtres triés sur le volet pouvaient y pénétrer. Le livre de vie biblique décrit un registre contenant les noms et les destins des êtres humains, associant ainsi l'idée de vie à l'information écrite. Ces similitudes laissent supposer que bien avant que ces cultures ne se développent séparément, il existait peut-être une conception plus ancienne d'un lieu où étaient conservés les secrets de la vie. Cela a soulevé des questions complexes quant à l'apparition de ce même concept dans des civilisations,
n'ayant eu aucun contact direct pendant des siècles. Des analyses en laboratoire ont révélé une autre surprise, un résidu cristallin présent sur les comprimés contenait de petits fragments de protéines. Ces protéines ressemblaient à celles trouvées chez les premiers hominidés. La structure de ces fragments ne correspondait pas au mode de décomposition normal des matières organiques. Cela signifiait que les protéines n'avaient pas pénétré dans les tablettes par contamination naturelle. Quelqu'un avait déposé de la matière biologique sur ces tablettes selon une méthode qui préservait partiellement leur structure moléculaire d'une dégradation complète. Des notes divulguées concernant cette découverte indiquent que les tablettes datent d'une époque antérieure au roi, au déluge et même à l'humanité. L'expression « antérieure au roi » fait référence à la période décrite dans les listes royales sumériennes. Ces listes recensent les noms de souverains ayant prétendument régné bien avant le début de l'histoire connue. Elles affirment que la royauté, c'est-à-dire le pouvoir organisé et le droit de gouverner, auraient été conférés à l'humanité par les dieux avant le déluge. Cette révélation rend la note divulguée d'autant plus troublante car elle suggère que les tablettes sont antérieures aux origines mêmes de la société organisée. Ces découvertes ont contraint tous les chercheurs à se confronter à une question difficile. Si une forme d'écriture existait avant l'avènement de la civilisation, quel type d'informations ces tablettes contenaient-elles, les instructions qu'elles recelaient? Une fois les tablettes d'Éridu nettoyées et photographiées, les traducteurs ont remarqué un élément qui distinguait immédiatement ces inscriptions des textes anciens connus. Le texte ne suivait ni le rythme ni la structure de la poésie religieuse. Il était dépourvu des louanges répétées et des images symboliques qui caractérisent habituellement les hymnes des temples. Au contraire, les verbes obéissaient à un schéma simple. Chaque ligne décrivait une action suivie d'un résultat clair. Les mots mélangés, liés, mesurés et divisés revenaient fréquemment. Ce sont des actions fondamentales utilisées dans tout processus contrôlé. Les notes de laboratoire modernes utilisent une structure similaire. Cela a amené les traducteurs à se demander s'ils lisaient un mythe ou des instructions décrivant une procédure réelle. Les séquences numériques inscrites à côté de ces verbes ont suscité encore plus de débats. Les nombres suivaient un schéma répétitif, 4, 16, 60, 4 et 128. Ces nombres pourraient s'interpréter comme des calculs mathématiques primitifs, mais ils correspondaient également à la structure du code génétique. L'ADN moderne utilise 4 bases qui se combinent pour former 64 codons. La présence de ces chiffres sur des tablettes antérieures à l'écriture soulevait des questions restées sans réponse. Ces chiffres représentaient-ils un système de numération inconnu ou bien reflétaient-ils une compréhension plus profonde de la structure de la vie? Les tablettes employaient également un terme jamais vu dans les textes religieux sumériens connus. Le mot était « tesmi ». Les érudits ont traduit ce terme par « modèle de vie », car il apparaît à côté d'instructions décrivant le mélange, le dosage et la mise en forme de la matière vivante. En sumérien, le mot « mi » désignait souvent un ensemble de qualités ou de fonctions qui définissent quelque chose. Associé au mot « thèse », qui se rapporte à la structure ou à l'agencement, le sens le plus précis est devenu celui du schéma qui constitue la vie telle qu'elle est. Ce terme décrit un élément stable à travers les générations et qui détermine la transmission des caractéristiques. Cela suggère que les tablettes pourraient avoir consigné un processus technique ayant façonné les êtres vivants. Un passage décrit Enki, prenant les êtres d'argile, écrit l'Uargile, et y ajoutant une semence divine. L'idée de façonner les humains à partir d'argile apparaît également dans le livre de la Genèse. La Genèse décrit comment Dieu a créé le premier homme à partir de la poussière de la terre. La similarité ne prouve pas un lien direct, mais elle montre que différentes cultures ont utilisé la même image pour expliquer la création des premiers êtres humains. Le texte de la tablette, cependant, s'apparente davantage à un mélange contrôlé qu'à un acte symbolique. Une phrase répétée indique que Enki a mesuré le souffle et l'a diminué.
Cette expression a d'abord déconcerté les traducteurs car elle ne correspondait à aucun rituel connu. Après des discussions plus approfondies, les chercheurs ont suggéré qu'elle pourrait faire référence à une diminution de la durée de vie ou des capacités mentales. Le souffle étant souvent symbolique de la vie dans les textes anciens, le diminuer pourrait signifier réduire une faculté naturelle. Des bas-reliefs sculptés découverts près des tablettes représentaient des figures humanoïdes allongées sur une surface plane entre deux grands récipients. Cette disposition rappelle les premières tentatives de procédures médicales où le sujet était placé entre des instruments ou des récipients. Ces détails correspondent à plusieurs récits de la Bible hébraïque et d'autres écrits anciens. L'histoire des Néphilim décrit des êtres célestes puissants qui interagissaient avec les humains et modifiaient leur lignée. Des textes juifs, comme le livre d'Hénoch, affirment que les veilleurs étaient des êtres célestes qui transgressaient les règles et enseignaient aux humains un savoir supérieur qui n'était pas destiné à eux. Les premiers auteurs chrétiens reprirent ces idées et mirent en garde contre une grave crise qui surviendrait lorsque les humains se mélangeraient à une entité non pleinement humaine. Cela souleva une question urgente pour l'équipe. Si Enki a suivi ces étapes, comme une expérience qu'est-il advenu des premiers résultats, des prototypes avortés d'humains primitifs? Les traducteurs ont eu accès à davantage de tablettes provenant de la chambre scellée. Ils y ont trouvé des descriptions d'êtres anciens qui ne ressemblaient ça à aucun groupe humain connu. Ces êtres étaient désignés comme les incomplets et les bruyants. L'expression bruyant apparaît dans d'anciens mythes sumériens où l'on disait que les premiers humains importunaient les dieux par un bruit incessant. Les chercheurs pensent aujourd'hui que ce bruit était peut-être une métaphore d'un comportement instable ou d'une souffrance physique plutôt qu'un son ordinaire. Leur nom laissait supposer que quelque chose chez ces êtres ne fonctionnait pas comme prévu. Les fragments de bas-relief découverts à l'intérieur de la chambre confirmaient cette hypothèse. Les sculptures représentaient des figures aux membres allongés et aux crânes asymétriques. Certains corps étaient dépourvus de côtes complètes, tandis que d'autres présentaient des cages thoraciques fusionnées de façon anormale. Quelques figurines étaient sculptées avec des articulations gonflées ou des mâchoires proéminentes. Ces détails étaient trop précis pour être considérés comme de simples ornements artistiques. Ces formes correspondaient à des schémas connus d'échecs du développement. Cela a conduit plusieurs chercheurs à suggérer qu'elles représentaient de véritables tentatives de création d'un corps semblable à l'humain, tentatives qui n'ont pas survécu longtemps après leur formation. Une phrase récurrente dans les tablettes appuyait cette hypothèse. Les auteurs décrivaient un groupe d'êtres appelés ceux dont le souffle s'éteint. Dans les cultures anciennes, le souffle symbolisait souvent la force vitale. Cette expression désignait donc probablement des êtres incapables de respirer correctement ou de maintenir un niveau d'énergie stable au sein de leurs cellules. La science moderne associe ces problèmes à des maladies mitochondriales ou à de graves insuffisances respiratoires. Il était difficile d'ignorer ce phénomène. Les tablettes décrivaient également des réactions violentes chez ces premières créatures. Certains textes indiquaient que les proto-humains étaient devenus agressifs peu après leur formation. D'autres ont rapporté qu'ils s'étaient attaqués entre eux ou avaient détruit leur environnement. Ces détails concordent avec de nombreux mythes anciens évoquant des êtres primitifs chaotiques anéantis par une intervention divine. Cela suggère que ces mythes sont des versions simplifiées d'événements qui pourraient avoir impliqué des expériences biologiques instables. Une inscription révélait la gravité de ces échecs. Elle indiquait que leurs os se brisaient lors du façonnage et que leur sang ne se stabilisait pas. Cette expression décrivait des affections similaires à l'ostéoporose congénitale, où les os se fracturent facilement, et aux troubles de la coagulation,
où le sang ne parvient pas à se stabiliser. Ces deux phénomènes se produisent en biologie moderne lorsque les instructions génétiques sont mal appariées ou incomplètes. Un échantillon de résidus prélevé dans un vaisseau a apporté des preuves supplémentaires. Les analyses ont révélé des fragments peptidiques ressemblant au collagène, la protéine qui confère sa structure à la peau et aux os. Les fragments présentaient des motifs de réticulation inhabituels, absents lors de la décomposition naturelle. Ceci suggérait une manipulation artificielle des tissus. Des cultures anciennes de différentes régions décrivaient des êtres similaires ayant subi une décomposition anormale. Les textes égyptiens évoquent des créations primitives qui se sont effondrées avant qu'Adam ne les corrige. Les écrits hébraïques décrivent des créatures inadaptées à la durée de la vie. Les récits grecs parlent d'êtres difformes détruits avant même que le monde ne prenne forme. Ces découvertes soulèvent une question directe: si ces êtres ont échoué lors de leurs premières tentatives. Il s'agit alors de comprendre ce qu'Enki a modifié pour créer des humains capables de survivre. Quelles limites Enki a-t-il imposées à l'ADN humain? Alors que les traducteurs poursuivaient leur travail sur les tablettes, ils remarquèrent des phrases récurrentes, décrivant Enki effectuant de nouvelles mesures et fixant une limite. Ces phrases apparaissaient dans des sections traitant des derniers ajustements apportés aux êtres qui allaient devenir les premiers humains. Les chercheurs ont constaté de fortes similitudes entre ces descriptions et plusieurs caractéristiques connues du génome humain que l'on retrouve en biologie moderne. Le premier exemple concerne les télomères, ces structures protectrices situées aux extrémités des chromosomes. Les télomères raccourcissent naturellement à chaque division cellulaire. Lorsqu'ils deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser et le corps commence à vieillir. Les tablettes semblent décrire une réduction délibérée de ce système de protection, ce qui suggère qu'une durée de vie plus courte aurait pu être intentionnellement introduite. Une autre hypothèse relie le texte à une caractéristique unique du génome humain, la fusion du chromosome 2. L'être humain possède un chromosome qui semble résulter de la fusion de deux chromosomes ancestraux. Aucun autre primate vivant ne possède cette structure exacte. Cette fusion demeure inexpliquée dans l'histoire de l'évolution. Certains chercheurs ont noté que les références à la modification de la forme et à la liaison de ces parties ressemblaient à cet événement génétique inhabituel. Un troisième concept biologique concerne l'élagage neuronal. L'élagage neuronal est un processus par lequel le cerveau en développement élimine un grand nombre de connexions durant l'enfance. Cela peut limiter la quantité d'informations sensorielles qu'une personne est capable de traiter. Les inscriptions employaient des expressions décrivant l'élimination des perceptions excessives. Cela suggérait qu'une forme primitive d'humain possédait peut-être des capacités cognitives supérieures à celles de la forme ultérieure qui a survécu. Une tablette mentionnait un concept appelé « code scellé dans la graine ». Les chercheurs ont établi un lien avec ce que la génétique moderne appelle l'ADN non codant, autrefois surnommé ADN poubelle, car il ne semblait pas produire de protéines. L'ADN non codant contient en réalité des instructions essentielles qui régulent l'activation et la désactivation des gènes. Cela correspondait à l'idée d'un code caché qui contrôle le développement sans produire de structure visible. Les tablettes évoquaient également la suppression du second souffle. Dans les cultures anciennes, le souffle symbolisait souvent la vie ou la conscience. La disparition de la seconde respiration suggère la perte d'une capacité autrefois existante. Les chercheurs ont avancé plusieurs hypothèses. Les premiers humains possédaient peut-être une mémoire exceptionnelle ou une espérance de vie naturelle plus longue. Il est possible qu'ils aient perçu une plus grande variété d'informations sensorielles ou possédé des capacités mentales qui ont disparu de l'esprit humain moderne. Des généticiens ayant analysé des échantillons de peptides ayant fuité ont constaté que les protéines issues des résidus du vaisseau
présentaient une stabilité inhabituelle. Normalement, les protéines se dégradent complètement après une longue période. Les fragments restants dans ces échantillons présentaient une structure qui ne correspondait pas à la décomposition naturelle. Ceci confortait l'hypothèse d'une modification artificielle des tissus. Plusieurs textes anciens décrivent des limites similaires imposées à l'humanité. Le livre de la Genèse relate les discussions des divinités sur le danger de l'immortalité humaine. Il décrit également la diminution rapide de l'espérance de vie après le déluge. L'histoire de la tour de Babel illustre une tentative délibérée de limiter la coopération humaine par la manipulation du langage. Toutes ces idées corroborent le thème présent dans les tablettes sumériennes. Quelque chose a réduit le potentiel de l'humanité. L'équipe ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi cela avait pu se produire. Le mobile interdit. La découverte la plus troublante provenait d'une tablette que les érudits eurent du mal à traduire, car son sens impliquait une chose directe et inquiétante. Les humains étaient faits pour servir, mais jamais pour s'élever. Cette simple phrase a bouleversé toutes les interprétations antérieures des inscriptions d'Éridu. Elle suggérait que les humains n'avaient pas été créés comme des êtres indépendants, mais comme des travailleurs contrôlés, qui n'atteindraient jamais le niveau de leur créateur. Les croyances du Proche-Orient ancien décrivaient souvent des dieux qui craignaient de perdre leur autorité. Dans ce contexte, cette phrase révélait une intention claire. Les capacités humaines devaient être suffisamment développées pour le travail, mais suffisamment limitées pour éviter toute contestation. Cette idée se retrouve dans de nombreux récits anciens d'autres cultures. Selon la mythologie grecque, Prométhée offrit aux humains un savoir qui les rendit plus forts. Zeus le punit, craignant que les humains ne prennent une trop grande ampleur. Le livre d'Hénoch relate l'histoire d'un groupe appelé les Veilleurs, qui enseignèrent aux humains des techniques leur permettant de progresser. Ces êtres furent punis pour avoir éloigné l'humanité de sa destinée. Le livre de la Genèse décrit le moment où les humains acquirent la connaissance et furent chassés du Jardin d'Éden avant de pouvoir accomplir quoi que ce soit de plus grand. Ce même schéma se répéta maintes et maintes fois. Chaque fois que les humains atteignaient un niveau de puissance excessif, une force intervenait pour les ramener à la raison. Plusieurs tablettes décrivent des conversations entre Enki et Enlil. Enlil était une figure majeure de la mythologie sumérienne. Il était considéré comme le dieu qui détenait l'autorité, l'ordre et l'application des règles. Ces conversations ont révélé deux points de vue opposés. Enki était favorable à la création d'humains, capables d'accomplir des tâches difficiles et de gérer des colonies. Il souhaitait néanmoins maintenir des limites, mais surtout assurer la stabilité et la survie de l'humanité. Enlil considérait les premiers humains comme un danger. Il les jugeait trop forts, trop conscients et trop imprévisibles. Il militait pour des réinitialisations visant à supprimer les versions antérieures et à les remplacer par des formes plus faibles. D'autres inscriptions décrivaient les caractéristiques des premiers humains avant l'ajout de ces limites. Ces êtres primitifs possédaient une force physique supérieure à celle des humains modernes. Ils vivaient plus longtemps et se remettaient plus rapidement de leurs blessures. Ils percevaient et entendaient une gamme d'informations sensorielles beaucoup plus étendue. Leur capacité de traitement de l'information était inégalée par l'homme moderne. Ces caractéristiques les auraient rendus incontrôlables une fois leur population suffisamment importante. Cela laissait entendre que ces limites n'étaient pas des défaillances de la nature, mais des modifications directes destinées à éliminer des capacités perçues comme menaçantes. Les tablettes offraient également une nouvelle perspective sur le déluge relaté dans de nombreuses cultures anciennes. Plutôt qu'une punition pour une conduite morale, le déluge semblait être une réinitialisation conçue pour éliminer la première génération d'humains puissants. Le récit décrit Enki avertissant un unique survivant afin que l'humanité puisse perdurer même affaiblie.
Après le déluge, les tablettes indiquent qu'Enki effectua de nouvelles mesures et réduisit leur durée de vie. Ceci correspond au déclin spectaculaire de l'espérance de vie humaine relaté dans la Genèse après le déluge. Ces détails menaient à une conclusion terrifiante: l'humanité moderne est la version 2. La version précédente a été intentionnellement effacée et remplacée par une humanité dépourvue des capacités de la première. Si cette première humanité était plus forte, plus consciente et bien plus capable que la forme affaiblie qui existe aujourd'hui, la question logique qui se pose alors est de savoir si une trace de cette humanité originelle a survécu à la réinitialisation. Cela a incité les chercheurs à se demander si les premiers humains avaient réellement disparu ou si une lignée cachée avait perduré en secret. Les survivants de la première humanité. En comparant les détails des tablettes à d'autres documents anciens, les chercheurs ont constaté que l'histoire de la réinitialisation ne s'achevait pas avec la destruction des premiers humains. Plusieurs tablettes mentionnaient un groupe qui s'était réfugié sur les hauteurs. La description expliquait que ces êtres avaient échappé à la montée des eaux qui devaient engloutir la première humanité. Cela correspondait à des récits anciens présents dans de nombreuses cultures. La Bible hébraïque, par exemple, décrivait des géants ayant survécu au déluge. D'autres traditions affirmaient que certains Néphilim avaient survécu à la destruction et s'étaient réfugiés dans des régions reculées. Les chercheurs se sont alors tournés vers des études ADN modernes pour déterminer si des traces d'une ancienne civilisation humaine avaient subsisté jusqu'à nos jours. Ils ont examiné les résultats d'études génomiques menées dans des régions connues pour leurs caractéristiques physiques ou cognitives inhabituelles. En Europe du Nord, quelques individus originaires de régions reculées des Carpates ont présenté une réparation musculaire rapide et une densité osseuse exceptionnellement élevée. Ces caractéristiques ne correspondent pas au profil génétique des populations environnantes. Dans certaines parties des hauts plateaux andins, des chercheurs ont découvert des personnes dotées d'une capacité pulmonaire et d'une capacité d'oxygénation exceptionnelle, dépassant l'adaptation attendue à l'altitude. En Afrique de l'Ouest, de petits groupes d'individus étaient porteurs d'haplogroupes rares, caractérisés par des temps de réaction exceptionnellement rapides et un raisonnement spatial aiguisé. Dans les îles du Pacifique, des échantillons isolés issus de lignées familiales anciennes incluaient des personnes ayant atteint une taille extrême, sans les troubles hormonaux habituellement associés au gigantisme. Les scientifiques n'ont pu rattacher ces marqueurs génétiques inhabituels à aucune branche connue de l'évolution humaine. Les haplogroupes ne s'intègrent pas parfaitement aux chronologies établies par la cartographie génétique standard. Cela a conduit certains chercheurs à envisager la possibilité que ces caractéristiques proviennent d'une lignée très ancienne, ayant survécu longtemps après la disparition supposée de la première forme d'humanité. Des traditions culturelles anciennes corroboraient cette hypothèse. Les Dogons du Mali affirmaient que leurs ancêtres les plus lointains appartenaient à un groupe qui se souvenait du premier ciel, une expression qu'ils employèrent un temps avant que le monde ne change. Les Hopis du sud-ouest américain enseignaient que les premiers humains possédaient une conscience plus aiguisée et une perception plus étendue avant un grand oubli qui mit fin à l'ère précédente. Au Pérou, les anciens récits Prianka de la région andine décrivaient des êtres grands et puissants, appelés les Viracocas, qui vécurent avant les humains ordinaires. Ces êtres étaient réputés posséder des capacités physiques et mentales disparues chez l'homme moderne. Ces récits laissaient supposer que le souvenir d'une humanité plus forte et plus capable subsistait dans de nombreuses cultures bien avant que l'archéologie ou la génétique ne tentent d'expliquer les origines humaines. Les fragments de tablettes découverts dans la chambre scellée apportèrent des précisions supplémentaires. Certaines inscriptions décrivaient ceux qui étaient sans limite.
Cette expression désignait les êtres qui n'avaient pas été réduits lors des réinitialisations finales. On disait qu'ils avaient conservé leur envergure, leur perception et leur force originelle. Si cette description est exacte, alors tous les premiers humains n'ont pas disparu. Un petit nombre a survécu en conservant toutes ses capacités. Les preuves archéologiques corroborent également cette hypothèse. Des sites mégalithiques comme Baalbek, Sacsayhuaman et Göbekli Tepe témoignent de techniques de construction qui dépassent les capacités connues des civilisations postérieures. Certaines pierres pèsent des centaines de tonnes et ont été taillées avec une précision que les outils modernes peinent à égaler. Ces prouesses ne sont peut-être pas l'œuvre de simples mortels. Il est possible qu'elles aient été créées par des individus qui conservaient le modèle original. Les textes bibliques mentionnent également des personnes ayant survécu au déluge, décrites comme les anciens et des hommes de renom. Cela corrobore l'idée que des survivants ont continué d'exister pendant des générations. Ceci nous amène à une possibilité encore plus troublante. La science moderne pourrait être sur le point de lever complètement les limites d'Enki. Comment la génétique moderne annule accidentellement les modifications d'Enki? Alors que les découvertes d'Eridu se répandaient discrètement dans les milieux universitaires, les chercheurs en génétique ont commencé à comparer les instructions de la tablette avec les récents développements de la biotechnologie moderne. Les similitudes étaient frappantes. CRISPR demeure l'outil le plus utilisé pour modifier l'ADN. Son principe consiste à mesurer une séquence, à ajouter un nouveau segment, à supprimer un fragment indésirable et à étendre ou corriger la structure. Ces étapes correspondent au même verbe simple utilisé dans les tablettes. Mélanger, lier, mesurer et diviser décrivent les actions fondamentales nécessaires à la réécriture de l'information génétique. Ce qu'Enki était censé faire semblait similaire aux méthodes de base utilisées aujourd'hui par les scientifiques. Les chercheurs ont ensuite examiné des parties du génome humain encore mal connues. Certaines équipes en Europe et en Asie ont mis en évidence des profils de signalisation inhabituels au sein de l'ADN régulateur. Ce dernier contrôle l'activation et la désactivation des gènes. Les schémas observés ne correspondaient pas au comportement observé dans l'évolution naturelle. Ces signaux se répétaient selon des rapports numériques qui correspondent aux séquences gravées sur les tablettes d'Eridu. Cette découverte a soulevé la possibilité que les nombres anciens n'aient pas une signification symbolique. Il est possible qu'elles aient servi de guide technique pour la mise en forme des instructions biologiques. Les recherches sur les télomères ont mis en lumière un autre lien inquiétant. Les télomères raccourcissent avec l'âge, ce qui limite le nombre de divisions cellulaires. Des scientifiques ont allongé les télomères chez des animaux de laboratoire, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire de leur espérance de vie. Les souris ayant bénéficié de cet allongement ont vécu presque 2 fois plus longtemps que les souris non traitées. Si Enki a induit une limite à la durée de vie humaine, en réduisant la protection des télomères, la recherche moderne est sur le point d'inverser ce processus. Un autre indice provenait d'un rapport confidentiel d'un laboratoire de génétique du Moyen-Orient. Bien que ce rapport n'ait jamais été rendu public, un bref résumé a fuité en ligne. Il indiquait que certaines séquences introniques se comportaient comme des interrupteurs verrouillés. Les introns sont des segments d'ADN qui ne codent pas de protéines, mais qui influencent l'expression des gènes. L'idée d'un interrupteur verrouillé correspondait à l'inscription indiquant que le code avait été dissimulé dans la graine. Le laboratoire a suggéré que les introns pourraient contenir des instructions compressées ou restreintes depuis longtemps. Si ces mécanismes contrôlent des capacités essentielles, leur déverrouillage pourrait engendrer des changements majeurs. Inverser la compression pourrait accroître l'espérance de vie humaine bien au-delà des limites actuelles. Cela pourrait également augmenter les capacités cognitives, permettant ainsi au cerveau de traiter simultanément une plus grande quantité d'informations. Cela pourrait restaurer des capacités sensorielles que les humains n'utilisent plus, comme une acuité auditive plus étendue ou une perception accrue du mouvement.
Cela pourrait aussi provoquer des mutations imprévisibles que les scientifiques ne comprennent pas. Ces possibilités inquiètent de nombreux chercheurs car elles rappellent des caractéristiques décrites dans les légendes des premiers humains. Certains scientifiques avertissent que la suppression de ces limites pourrait révéler des capacités que la vie moderne n'est pas préparée à supporter. Une population à l'espérance de vie prolongée à la force accrue et à la conscience exacerbée pourrait bouleverser tous les systèmes dont dépend la société. Les institutions religieuses seraient confrontées à des remises en question de leurs enseignements. Les gouvernements craindraient l'instabilité. La science aurait du mal à expliquer les changements soudains du potentiel humain. La boucle est ainsi bouclée, qui a jadis transformé l'humanité. La science moderne est peut-être sur le point d'annuler son œuvre, sans comprendre pourquoi il a établi ses limites. Cliquez sur les cartes à l'écran pour découvrir d'autres vidéos passionnantes.